l'idée que l'optionnalité, c'est un flux, c'est pas une finalité, c'est pas une accumulation. Pourquoi c'est un flux? C'est parce que, justement, si on est une personne qui a une vision, si on est une personne qui a des objectifs, la façon dont on va les atteindre est propre à nous. C'est pas grave comment j'ai fait mon argent, si ça a été via mon entreprise, via mon emploi, via mes investissements ou des choses comme ça, parce que mon argent est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est mon indépendance financière. La finalité en soi, c'est d'avoir une place où élever mes enfants que je vais trouver sécure, stable, etc., etc. Peu importe les valeurs qu'on a, peu importe ce qu'on veut définir dans notre vie, l'optionnalité, pour moi, me donne la liberté et la solidité de me relever sous les coups durs que je pourrais ne pas entrevoir. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 51. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. C'est l'automne, on arrive au mois de novembre ici et lors de l'enregistrement naturellement. Et je sais pas, l'automne pour moi, autant j'aime la saison, autant je trouve ça difficile un peu de ralentir. C'est pas la même... Tu sais, avant la rentrée, on a cette énergie de création et de plus en plus, j'essaye de observer mon propre cycle créatif, puis je remarque que le mois de novembre, le mois de décembre, c'est une période où je sens beaucoup la fatigue et donc ça correspond justement à ce ralentissement qui vient avec les saisons, qui vient avec la venue du froid. Et c'est drôle comment c'est une saison aussi dans laquelle on doit planifier, dans laquelle on doit voir grand, mais que ça se prête pas nécessairement à ça. Bref, c'est là-dedans que je suis en ce moment parce que je suis en planification de projet pour 2021. Mais bref, ça, je vous en reparlerai probablement dans un autre épisode. Alors aujourd'hui, le sujet que je veux aborder avec vous, c'est un sujet qui m'a été inspiré par un épisode des Vraies Affaires, le podcast de Geneviève Gauvin, qui avait l'épisode 138, en fait, qui s'appelle « 3 raisons pourquoi ta business devrait être plus nichée ». Je vous mets naturellement le lien dans les show notes, dans les notes de cet épisode. Et la raison pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est que en ce moment, bon, je suis en train de wrapper, de boucler les boucles de la première cohorte de positionnement authentique et en ayant travaillé avec ce groupe-là vraiment de fond en comble dans leur offre de service, naturellement, la question de la niche est très, très, très cruciale, très importante. La question du persona, la question de notre clientèle cible et aussi de la clarté de notre message, de notre offre. Et parallèlement, je travaille beaucoup en personal branding et donc l'offre, l'entreprise est très liée à notre identité de personne. Et je pense qu'il y a un enjeu très intéressant à aller observer au niveau de la généralisation versus la spécialisation. Puis là, je vais vous mettre aussi en lien les épisodes que j'ai fait avec Sam Bellamy, qui est une fondatrice de start-up, mais qui a un parcours très atypique, très éclaté, très intéressant, dans lequel on parle un petit peu de ça, genre de la capacité pour un chef d'entreprise d'être capable de bien comprendre plusieurs aspects de sa business versus l'ultra-spécialisation. Puis en gros, l'épisode de Geneviève que je vous ai mentionné, j'ai absolument rien à dire contre ses préceptes. Ce qu'elle dit est absolument vrai dans une entreprise de service, surtout si on vend des produits digitaux ou des choses comme ça, ou dans un message. Le ciblage est hyper important, la spécialisation est hyper importante. Par contre, je voulais augmenter cette réflexion-là avec une réflexion sur l'optionnalité et sur pourquoi je considère que
On peut avoir une business qui réussit, on peut être ciblé, on peut être niché, mais on peut aussi avoir des valeurs d'ouverture et de diversité dans nos approches, dans nos options et dans ce qu'on veut créer pour soi-même en tant qu'individu avant d'être un entrepreneur. Alors, en termes d'optionnalité, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Je parle ici vraiment du méta, genre, donc je parle pas juste de nous comme entrepreneurs, je parle vraiment de nous comme les créateurs d'une vie à notre image, et l'entreprise en fait partie, et la famille en fait partie, etc., etc. Et pour moi, l'optionnalité, c'est de se donner les moyens d'être le plus versatile, le plus agile possible, parce que une des grandes valeurs ou je dirais qualités de notre temps, de notre siècle, c'est cette façon de pouvoir s'ajuster au changement, de pouvoir évoluer, de pouvoir prendre les coups et se relever. Et pour moi, d'avoir beaucoup d'options, de se garder des options nous permet d'aller prendre des risques qu'on ne prendrait pas nécessairement si on n'avait pas ces options-là. Puis là, naturellement, je pense à mon propre parcours et au parcours de beaucoup d'entre vous, je pense, parce que une chose qui définit beaucoup ma communauté, qui définit beaucoup les gens qui écoutent ce podcast, probablement vous-même, c'est la multipotentialité et donc cette volonté ou cet attrait à développer ces multiples potentiels. Et autant ça peut être problématique au niveau de l'entreprise parce que justement, quand on bâtit un personal brand, on veut pas laisser de côté certaines facettes de notre personnalité. Parfois, on veut tout amalgamer pour en faire une offre, ce qui rend le tout confus. Et c'est notamment ce qu'on essaye d'aller travailler dans le positionnement authentique. Mais comment est-ce qu'on peut rester vrai? Comment est-ce qu'on peut rester respectueux envers cette multipotentialité-là tout en allant chercher un discours de spécialiste, d'expert, tout en se positionnant comme une référence dans un certain domaine. Alors pour moi, bon, comme je vous l'ai dit un petit peu, mon parcours, c'est sûr que l'entrepreneuriat, ça a été de l'entrepreneuriat à temps partiel. Ce que je trouve qui est très... on lève le nez là-dessus parce que c'est pas l'entrepreneuriat pur, c'est pas de la gestion de risque pure, pas de la gestion de risque, mais c'est pas de la prise de risque pure dans lequel j'aurais tout lâché et je suis ce mythe de l'entrepreneur et moi c'est all in ou all out et il y a cette espèce de mentalité-là que je suis pas une vraie. Hein? J'ai pas le vrai parcours, j'ai pas les fleurons de l'entrepreneur qui a tout risqué. Mais moi, je m'en fous. La vérité, c'est que je m'en fous d'avoir cette étiquette-là ou que les gens ils pensent ça de moi parce que quand j'ai lancé mon entreprise et que je l'ai faite alors que je maintenais mon emploi très bien payé avec des conditions très bonnes, c'était pas nécessairement... Ben oui, il y avait un niveau de peur, mais il y avait aussi une vision globale sur ce que j'essayais d'accomplir grâce à l'entreprise, grâce à mon emploi, grâce à mon développement aussi à travers ces différentes sphères-là. Et si vous connaissez un peu mon histoire, c'est que à ce moment-là, bon, je rencontrais la personne qui est devenue aujourd'hui mon mari et j'étais en processus d'achat de mon premier condo et l'investissement immobilier, ça avait été quelque chose que depuis longtemps était dans mon bucket list. C'était quelque chose que je voulais faire et puis je suis très contente d'avoir pu le faire aussitôt dans ma vie parce que, bon, peu importe là, mais dans mon grand plan de capital, dans mon grand plan de bâtir mon patrimoine, ça en faisait partie et ça m'aurait beaucoup ralenti si j'avais tout lâché à ce moment-là, moment crucial dans ma vie où j'étais capable justement de faire cet investissement-là qui était dans mes plans. Alors, pour moi, le fait d'avoir eu ces options-là et donc d'être à l'emploi, d'avoir mon investissement, d'être syndiqué, d'avoir tous ces pieds dans ces différentes portes-là, me mettait dans une position assez confortable, non pas parce que j'avais peur de perdre ou
Comme Geneviève Gauvin, dans une des stories, m'a dit, parce qu'on a eu des stories Instagram, on s'est échangé des mots très respectueux, je veux juste dire que j'ai absolument rien contre elle, et qu'on a eu une belle conversation autour de la niche versus la généralisation. Elle avait dit, tu sais, de jouer pour pas perdre versus jouer pour gagner. Puis là, je vous réfère à mon épisode sur la compétition si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais pour moi, garder mon emploi, ou du moins me garder des portes ouvertes, ça voulait pas dire jouer pour pas perdre, ça voulait dire que, en tant qu'individu, en tant que professionnel, je devenais beaucoup plus solide, beaucoup plus antifragile, qui est un caractère de ce qui gagne en force avec l'incertitude extérieure. Et on va pas se le cacher, l'entrepreneuriat a son lot d'incertitudes, mais l'emploi aussi. On sait jamais quand on va se faire mettre à la porte, on sait jamais quand les contextes économiques, comme ce qu'on a vécu avec la pandémie, vont faire que l'industrie dans laquelle on était, qu'on pensait qu'elle était super sécure, s'effondre soudainement. Et moi, en ayant ces différents bras de pieuvre, disons, j'étais capable facilement de me retourner de bord et de prendre une différente voie parce que les pions avaient été placés, des choses avaient été établies pour me permettre d'avancer dans différentes directions. Est-ce que j'étais en train de jouer sur plusieurs tableaux en même temps? Certains le verraient comme ça. Par contre, pour moi, je jouais pas sur plusieurs tableaux, je jouais sur un seul tableau qui était le tableau de ma vie, le tableau de la personne que moi je voulais devenir. Et mon identité n'avait pas à se définir par mon titre professionnel, par le chiffre d'affaires que je faisais dans ma business, par le nombre de biens immobiliers que j'avais, mais bien tous ces éléments-là faisaient partie d'un tout qui était ma personnalité unique. Alors, est-ce que, là, on parle de niche versus généralisation, on sort un peu du sujet, puis c'est pour ça que je disais que là, ma conversation aujourd'hui, c'est pas tant de dire est-ce qu'on doit être niché en business, parce que je pense que oui, ou on doit devenir un spécialiste de quelque chose, mais vraiment de se laisser des options, puis on va revenir au marketing un peu plus tard, ou on va revenir un peu plus tard à la spécialisation dans une industrie, mais je voulais juste vous expliquer comment je voyais l'idée d'optionnalité, et l'idée que l'optionnalité, c'est un flux, c'est pas une finalité, c'est pas une accumulation. Pourquoi c'est un flux? C'est parce que, justement, si on est une personne qui a une vision, si on est une personne qui a des objectifs, la façon dont on va les atteindre est propre à nous. C'est pas grave comment j'ai fait mon argent, si ça a été via mon entreprise, via mon emploi, via mes investissements ou des choses comme ça, parce que mon argent est pas une finalité en soi. La finalité en soi, c'est mon indépendance financière. La finalité en soi, c'est d'avoir une place où élever mes enfants que je vais trouver sécure, stable, etc., etc. Peu importe les valeurs qu'on a, peu importe ce qu'on veut définir dans notre vie, l'optionnalité, pour moi, me donne la liberté et la solidité de me relever sous les coups durs que je pourrais ne pas entrevoir. Et là, c'est pas une question de, bon, ben si ma business échoue, je vais avoir une job. Non. Moi aussi, je joue pour gagner dans tous les tableaux que je fais, dans tous les domaines dans lesquels je suis, mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Et si je me suis casée dans quelque chose de trop fermé, je me rends vulnérable, je me rends fragile. Et c'est notamment pourquoi j'ai fondé Aime ta marque, parce que Aime ta marque, au bout du compte, si on y pense, c'est pour que les gens apprennent à développer leur branding personnel et apprennent à utiliser leur histoire pour valoriser leur marque, pour se valoriser, que ce soit devant un employeur, devant un client, devant des partenaires. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a vécu, notre passé, nos différents pieds dans nos différents tableaux, entre guillemets, pour créer un capital de marque qui, lui, peu importe si la business échoue, peu importe s'il y en a une autre qui émerge à la suite de ça, peu importe si on fait un pivot, peu importe si on doit retourner momentanément à l'emploi, tout ça va être gardé
dans un certain capital de marque qu'on garde avec nous, peu importe là où on en est dans notre chemin. Parce qu'encore une fois, une business, c'est pas une finalité. Tu sais, je veux dire, à moins que votre objectif, c'est comme j'ai toujours voulu être un entrepreneur et maintenant je suis entrepreneur et donc j'ai atteint ma vision. Mais j'ai l'impression que, bon, pour plusieurs d'entre vous, pour moi du moins, l'entreprise est un moyen vers quelque chose, vers une destination, pour vivre certaines valeurs, pour vivre une certaine idée que j'ai de mon potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de blocages autour de comment est-ce qu'on peut rester focus sur une seule expertise, donc la niche, et comment est-ce qu'on peut quand même être un être un être pluriel, genre multifacette, avec un multipotentiel, sans nécessairement associer notre identité à notre spécialisation. Et je pense que la plupart des gens, ils ont de la nuance à saisir ça, puis je le vois justement avec mes clients parfois ou avec dans les programmes que je donne, dans les formations que je donne, c'est que ils vont mélanger l'offre de service avec leur identité et que donc cette offre doit les limiter dans le temps, doit les limiter dans l'espace, doit les limiter par rapport à leur clientèle, par rapport aux clients qui veulent servir. Alors que c'est tout le contraire, parce que, encore une fois, si on voit la business comme un moyen, ce moyen-là, oui, doit être niché. Exemple, on va prendre l'exemple que Geneviève utilisait dans son podcast, qui est le marketing Pinterest. Si on veut s'établir comme expert marketing, alors qu'il y a beaucoup de compétition, c'est beaucoup plus à notre avantage de choisir quelque chose comme une niche, comme justement Pinterest, pour ensuite se faire un nom par rapport à ça et ensuite éliminer un peu la concurrence parce qu'il y en a beaucoup moins que si on était dans un état généraliste. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on doit uniquement focusser là-dessus dans notre offre de service at large pour cette entreprise-là? Peut-être. Par contre, moi, je suis du genre à me dire, OK, ben Pinterest est quand même fragile parce que je repose sur une entreprise externe qui peut arrêter d'exister du jour au lendemain et ensuite, que va devenir mon entreprise via ça? Donc, à travers, l'expertise Pinterest, je commence à bâtir ma notoriété, mais en amont ou dans les coulisses, disons, je suis quand même en train de développer un autre skill set qui est, disons, le marketing organique, disons, la stratégie de contenu, disons, l'optimisation SEO, disons le référencement naturel. Et sachant que je suis en train de... j'ai un positionnement quelconque, qui est le marketing Pinterest, mais derrière ça, je développe des skills qui sont, eux, beaucoup plus transférables, qui vont être beaucoup plus antifragiles, justement, parce que si Pinterest arrête d'exister demain, je me recycle en expert SEO. Je me recycle en... Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y aura... du travail à faire au niveau de la mise à niveau, mais on a quand même une base qui va nous permettre de pivoter si le besoin se fait sentir. Donc, malgré le fait que je dis dans mon message être très ciblé, dans ma pratique, je garde mon esprit ouvert pour être versatile, pour garder cette curiosité-là et aussi pour voir un peu plus macro, voir le big picture de là où ça peut me mener ce type d'expertise-là. Alors, pour rester ciblé et se nicher, il y a pas 4 chemins, là. Il faut penser au message, il faut simplifier son message. Mais on peut aussi penser aux grandes valeurs qu'on représente. Puis souvent, je dis à ma communauté ou à mes clients, je leur dis, exemple, moi je travaille dans le milieu du marketing, justement, et le marketing de contenu, le marketing organique, le marketing inbound. Je me suis pas spécialisée dans un réseau social, je me suis spécialisée dans une approche qui est le inbound et le storytelling, donc tout ce qui est organique. Mais plus que ça, je me suis nichée dans une philosophie, je me suis nichée dans une clientèle, je me suis nichée dans une identification à un marketing qui serait beaucoup plus fluide, éthique, authentique et qui parle à des gens, justement, qui ont cette vision un peu plus philosophique, disons, de l'entreprise, du marketing et
et de leur propre identité à travers ça. Donc là, je sais que là, je rentre dans des dans des concepts un peu plus wou-wou, là, mais les gens mon positionnement est tel que à travers mon contenu, à travers les choses que je crée, on n'a pas besoin de me dire Tatiana, c'est la spécialiste de l'image de marque, de je sais pas quoi, du branding personnel au Québec. Tu sais, moi, je travaille avec des femmes, je travaille avec des hommes aussi, là, je vous l'ai dit, j'ai 50% hommes, 50% femmes, mais j'ai une approche beaucoup plus organique, différente, pas axée sur les chiffres, et aussi très nichée dans l'histoire, donc dans le storytelling. Donc ça, c'est ma façon de m'être nichée à ma façon, et ensuite de qualifier ma communauté à travers les grandes valeurs que je véhicule, à travers mon approche. Pour rester niché aussi, c'est important de rester au service de notre client, de rester à l'écoute. Parce que c'est là qu'on va vraiment voir les opportunités aussi de s'étendre, de s'épandre et de grandir. Et justement, quand je parlais du marketing Pinterest, si on voit, OK, les gens viennent vers moi parce que je suis l'expert Pinterest, mais en fait, les gens, leur vrai problème, c'est qu'ils sont pas capables de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, alors que moi, j'ai une facilité, je connais très bien les statistiques, je connais très bien ci et ça, et je suis capable de utiliser ça pour aider des gens dans d'autres domaines. Fait que pour éviter de se peinturer dans un coin, comme on dit ici au Québec, d'essayer de voir dans mon expertise quelles sont ces compétences que je peux transférer ailleurs. Puis là, je vous mettrai le lien vers un article qu'on avait écrit sur Aime ta marque, sur comment tirer parti de ces compétences transférables. Ça vaut la peine à lire et à réfléchir parce que notre plus grand actif demeure nos compétences transférables beaucoup plus que notre spécialisation. Et ça, c'est une grande différence que j'ai avec l'idée de devoir nicher ses services. C'est que oui, on niche dans le message, mais on maintient ce focus sur l'optionnalité en développant nos compétences transférables. Une autre façon de se nicher qui n'est pas nécessairement une expertise, c'est de mettre l'accent sur le pourquoi parce que les gens vont connecter avec nos valeurs, avec notre mouvement, avec là où on veut aller, avec notre vision, avant de connecter avec les statistiques qu'on va leur donner ou le taux de réussite ou des choses comme ça. Et en personal branding, quand on développe un positionnement de marque pour une personne, pour nous en tant qu'entrepreneurs versatiles, le grand pourquoi devient essentiel pour mettre ensemble les différentes expériences également et s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence au niveau de la marque, au niveau du capital de marque. Ce qui me mène justement à ce point qui est l'importance de développer son capital de marque, son patrimoine de marque, que j'aime appeler aussi, en termes de branding personnel, en termes de notre identité dans le contexte communautaire, le contexte business, le contexte d'emploi. Et bien que on peut rester focus dans nos activités, on peut quand même, cultiver cette ouverture. Parce que moi, je veux pas vous mentir, dans la vie, je veux pas nécessairement être reconnue comme la meilleure entreprise. Encore une fois, je le répète, l'entreprise, c'est un moyen. Moi, je veux une vie où je vais pouvoir réfléchir, je veux une vie où je vais pouvoir avoir le temps de vivre, d'être dans le moment présent. L'accumulation des biens, ce type de compétition-là, m'intéresse pas tant que ça, autre que pour me prouver les limites de mon potentiel. Puis je pense que les gens qui me suivent, puis vous me le direz, soit en commentaire ou par courriel ou sur les réseaux sociaux, c'est ça qu'ils veulent aussi. Tu sais, c'est pas tant... Ah oui, je suis une entrepreneur à succès, je fais 300 000 $ par mois et voilà la finalité de ma vie, tu sais, je sais pas, c'est pas ce type de compétition-là, c'est vraiment plus au niveau, tu sais, est-ce que je vis une vie épanouie au sens de, est-ce que, tu sais, moi c'est important de rester créative, c'est important de voir ma fille grandir, c'est important
de prendre confiance dans mes facultés, mais c'est aussi important de redonner à la communauté, de sentir que j'ai un impact ou des choses comme ça. Et bâtir un personal brand, bâtir un patrimoine de marque, ça devrait être autour de grandes valeurs comme ça, plus que certains objectifs qui sont juste « je veux être reconnu comme l'expert Pinterest ». Il faut comprendre aussi que dans notre vie, dans notre vie d'entreprise et dans notre vie en tant qu'individu, en tant que professionnel, notre positionnement va fluctuer parce qu'il va pivoter, parce qu'on n'a pas le contrôle sur notre environnement, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vu venir, parce que justement, on va devoir s'adapter. Et c'est cette adaptation-là qui va faire qu'on ne va pas être obsolète. Et une grande crainte ou un grand danger auquel on fait tous face, que ce soit en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que créateur, c'est de devenir obsolète, c'est de ne plus s'actualiser dans le présent et de ne plus être au service de notre communauté, au service des gens. Puis ça, que ce soit un produit, un service, une entreprise ou un projet, c'est important de rester à l'affût de ça, d'avoir les yeux ouverts, de pas se mentir sur est-ce que je me dirige vers l'obsolescence, est-ce que je me ferme des portes de possibilités. Parce que ça, pour moi, c'est beaucoup plus difficile après ça de rebondir si on n'a pas pris ça en compte dès le début. Puis je vais prendre le malheureux exemple de personnes qui, par exemple, perdraient leur emploi très tard dans leur carrière et là veulent se réinventer, mais ils n'ont pas cultivé cette ouverture-là, ces aptitudes-là pour pivoter facilement. Donc, gardez cette agilité, gardez cette ouverture-là, gardez cette volonté de s'ouvrir des options, autant dans un contexte financier que personnel que entrepreneurial. Fait que voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur le sujet. J'espère que ça a suscité des réflexions, que je suis curieuse de voir comment vous voyez le lien entre ce que je viens de dire et le combat théorique entre généralistes et spécialistes. Et si vous avez cette approche humaniste, vous aussi, à votre emploi ou votre entreprise ou vos activités professionnelles. Puis c'est pour ça que j'aime utiliser le terme activité professionnelle plus que emploi ou entreprise, parce que, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. La vie va nous mener à différents endroits et il n'y a pas de jugement. Des fois, il faut prendre un chemin pour en arriver à un autre, puis c'est correct, puis c'est ça la beauté des choses et la beauté aussi des options, parce que au bout du compte, on choisit juste la vue, la destination, on essaye le plus possible de s'y rendre, mais l'important c'est d'avoir du plaisir à travers tout ça, puis d'avoir cette légèreté qu'on peut avoir dans nos choix, dans nos décisions, et ça vient souvent avec l'optionnalité. Si vous voulez travailler votre positionnement de marque, votre brand personnel, sachez que 2021, je vais rouvrir les portes de positionnement authentique. Je vous invite à vous mettre sur la liste d'attente si vous voulez avoir les nouvelles en primeur. aime-ta-marque.com/authentique. Je mets naturellement le lien dans les notes de cet épisode. Et là-dedans, on travaille tout, allant de votre vision à votre persona, à votre message, à vos stratégies de com. Et sérieusement, je suis en train de terminer ces 8 semaines-là avec mon groupe, ma première cohorte, et c'est fou les transformations qui sont vécues dans ce groupe-là. C'est fou à quel point le message qui ressort est limpide, à quel point je sens que le travail qui a été fait en profondeur, et c'est ça que je veux pour vous tous. Donc, aime-ta-marque.com/authentique. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et on se dit à la prochaine. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé,
ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!